Il y a 5 questions auxquelles tu ne dois jamais répondre. Et on ne peut pas faire confiance aux gens qui les posent. Ce ne sont pas des questions compliquées, ce ne sont pas des interrogatoires, ce ne sont pas des pièges évidents avec des signaux d'alerte clignotants. C'est tout le contraire. Elles sont douces. Elles sont chaleureuses. On dirait quelqu'un qui se soucie de toi, quelqu'un qui te respecte, quelqu'un qui veut juste discuter. Et c'est précisément ce qui les rend mortelles, parce que les questions les plus dangereuses au monde n'ont pas l'air dangereuses. Elles ressemblent à de l'amitié, elles ressemblent à de l'honnêteté, elles ressemblent à de la confiance. Et au moment où tu réalises ce qu'elles étaient réellement, tu as déjà livré quelque chose que tu ne pourras jamais récupérer. Machiavel a passé sa vie à regarder les gens se détruire, pas dans des batailles, mais dans des conversations. Une seule mauvaise réponse à la mauvaise table coûtait à quelqu'un ses alliances, sa réputation ou son pouvoir, et il a remarqué quelque chose que la plupart des gens n'ont toujours pas compris 5 siècles plus tard. Ceux qui tombent ne sont pas ceux qui sont attaqués ouvertement. Ce sont ceux à qui l'on pose la bonne question au bon moment par la bonne personne et qui répondent en toute honnêteté parce qu'ils se sentaient en sécurité. Je vais te montrer ces 5 questions. Et la 5e est la racine, celle qui rend les 4 autres possibles. Si tu apprends à ne jamais répondre à cette question précise, les 4 autres perdent l'essentiel de leur pouvoir sur toi. Mais tu as besoin de voir les 4 premières pour comprendre pourquoi la 5e est celle qui compte le plus. Maintenant, avant d'aborder ces 5 questions, je veux être clair sur une chose. Il ne s'agit pas de devenir paranoïaque. Il ne s'agit pas de supposer que tout le monde autour de toi est une menace. Il s'agit de protection. Comprendre quelles questions sont sûres et lesquelles sont conçues pour te prendre quelque chose que tu n'avais pas l'intention de donner. Ce n'est pas de la méfiance, c'est de l'intelligence. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Tu as été dressé depuis l'enfance à répondre à chaque question qui se présente à toi. Un professeur demande, tu réponds. Un parent demande, tu réponds. Une figure d'autorité demande, tu obtempères. Ce dressage t'a rendu obéissant, il ne t'a pas rendu puissant. Le pouvoir commence au moment où tu réalises que chaque question ne mérite pas ta vérité, que l'espace entre le moment où quelqu'un demande et celui où tu réponds est le moment le plus important de toute conversation. Dans cet espace, soit tu gardes ton pouvoir, soit tu le cèdes. Pour l'instant, cet espace n'existe pas pour toi. À la fin de cette vidéo, il existera et il ne disparaîtra jamais. Allons-y. La première question à laquelle tu ne dois jamais répondre. Celle-ci t'arrive constamment au travail, à la maison, avec tes amis, avec ta famille. Tu la reconnaîtras dès que je la prononcerai. Quelqu'un fait quelque chose qui t'affecte. Ils prennent une décision sans te demander. Ils franchissent une limite. Ils s'engagent sur quelque chose en ton nom. Ils changent le plan. Ils disposent de ton temps. Et après que c'est déjà fait, après que l'action est déjà accomplie, ils te regardent et te demandent « Ça ne t'ennuie pas, hein ?» Ou « C'est bon pour toi, n'est-ce pas ?» Peu tu es d'accord avec ça, non? Arrête. Écoute ce qui vient de se passer. Ils ne te demandent pas ta permission. Ils ont déjà agi. La décision est prise. La chose est faite. Cette question n'est pas une question. C'est une notification déguisée en requête. Et la façon dont elle est formulée te piège à accepter parce que la réponse attendue est non. Ça ne m'ennuie pas. Toute autre chose, tout ce qui ressemble à « en fait, si ça m'ennuie », ça te fait passer pour quelqu'un de difficile, de mesquin, de déraisonnable. La question a été conçue pour que le désaccord te coûte socialement. Et la plupart des gens encaisseront la violation et diront que c'est bon plutôt que d'en payer le prix. La personne qui pose la question le sait. C'est exactement pour cela qu'elle a fait la chose d'abord et posé la question ensuite. Pense au nombre de fois où cela t'est arrivé. Quelqu'un a disposé de ton samedi sans te demander et a dit ensuite « Ça ne t'ennuie pas de donner un coup de main, n'est-ce pas ?» Quelqu'un a partagé quelque chose de privé sur toi et a dit ensuite « Tu n'es pas fâché pour ça, si ?» Quelqu'un s'est approprié le mérite de ton travail et a dit ensuite « On est une équipe. Donc peu importe qui reçoit les honneurs, non ?» Quelqu'un a proposé ton temps, ton argent, ton énergie, ton nom, puis est venu vérifier après coup avec une question qui rendait le non, semblable à une déclaration de guerre. Regarde ce qui se passe quand tu réponds à cette question par « c'est bon ». Tu penses être facile à vivre, tu penses préserver la paix, mais la personne qui a demandé vient d'apprendre quelque chose sur toi.
Elle a appris qu'elle peut agir d'abord et obtenir ton approbation après, et elle le refera. Et la prochaine fois, la violation sera un peu plus grande, un peu plus envahissante, un peu plus coûteuse. Parce que chaque fois que tu valides quelque chose que tu n'as pas choisi, tu augmentes la limite de ce qu'ils pensent pouvoir prendre sans demander. Machiavel a écrit que les hommes jugent généralement, plus par l'œil que par la main, car tout le monde peut voir, mais peu peuvent toucher. Ce qu'il comprenait, c'est que les apparences importent plus que la réalité. Et la question, ça ne t'ennuie pas. Crée l'apparence du consentement. Elle donne l'impression que tu étais d'accord. Elle donne l'impression que tu as été consulté. Et si jamais tu l'évoques plus tard, ils diront « Mais tu avais dit que c'était bon ». La question n'a pas seulement obtenu ton obéissance. Elle a obtenu ta signature sur un contrat que tu n'as jamais lu. Alors, quand quelqu'un te sort un « ça ne t'ennuie pas », tu ne hoches pas la tête. Tu ne dis pas que c'est bon. Tu dis « En fait, j'aurais préféré que tu me demandes d'abord » ou « J'aurais géré ça différemment ». Tu n'as pas besoin d'être en colère. Tu n'as pas besoin de faire une scène. Tu ne dis juste pas oui quand tout dans la dynamique te pousse à dire oui. Et au moment où tu arrêtes de valider, automatiquement des choses que tu n'as pas choisies. Quelque chose bascule. Les gens arrêtent de t'informer, ils commencent à te consulter. Ce passage de quelqu'un sur qui l'on agit à quelqu'un, avec qui l'on vérifie change toute ta position. Et cela commence par le refus de répondre à une question. C'est la première question à laquelle tu ne dois jamais répondre. Le piège de la permission rétroactive. Mais la deuxième question est plus difficile à repérer parce qu'elle ne vient pas après une violation. Elle arrive avant. Elle se présente déguisée en ce qu'un bon ami dirait. Quelque chose qui ressemble à du courage, à du respect. Et à cause de ce déguisement, tu ouvres la porte à chaque fois. Quelle est-elle? La deuxième question à laquelle tu ne dois jamais répondre. Et celle-ci est dangereuse. Parce qu'elle te donne l'impression que dire non te rend faible. Quelqu'un te regarde et dit « Je peux être honnête avec toi ». Et tu réponds « Bien sûr » à chaque fois, systématiquement. Parce que quel genre de personne dit non à l'honnêteté? Quel genre de personne refuse la vérité? Alors tu dis oui, et à cet instant, tu as donné à quelqu'un la permission de dire tout ce qu'il veut, tout en le présentant, comme un cadeau qu'il te fait. Pense à la dernière fois que quelqu'un t'a dit « Je peux être honnête avec toi ». Qu'est-ce qui a suivi? Était-ce quelque chose qui t'a élevé? Était-ce quelque chose qui a élargi ta pensée? Ou était-ce quelque chose qui a planté une graine de doute? Quelque chose qui t'a fait te remettre en question? Je ne pense pas que ça va marcher. Je ne pense pas que tu sois prêt. Je ne suis pas sûr que tu fasses le bon choix. Et parce qu'ils ont demandé la permission d'abord, parce qu'ils ont appelé cela de l'honnêteté, tu n'as pas le droit d'être contrarié. Ils étaient juste honnêtes. Ils essayaient juste d'aider. Mais regarde le schéma à travers ta vie. La personne qui dit « Je peux être honnête avec toi » ne fait presque jamais suivre cela de quelque chose qui renforce ta confiance. Elle le fait suivre d'une critique, d'un doute, de quelque chose qui te ralentit. Et elle peut faire tout cela en se cachant derrière le bouclier du mot « honnête ». Tu ne peux pas attaquer l'honnêteté. Tu ne peux pas être en colère contre quelqu'un qui disait juste la vérité, sauf qu'il ne disait pas la vérité. Ils donnaient leur perspective, et ils ont utilisé un mot comme une arme pour rendre cette perspective inattaquable. Maintenant, pense aux gens qui tiennent vraiment à toi, ceux qui sont sincèrement à tes côtés. Quand ils ont quelque chose de difficile à dire, demandent-ils la permission d'abord? Non, ils le disent, tout simplement. Parce que la vraie honnêteté n'a pas besoin de piste d'atterrissage. La vraie honnêteté n'a pas besoin que tu baisses tes défenses avant qu'elles n'arrivent. Les gens qui demandent « Je peux être honnête avec toi » demandent parce qu'ils savent que ce qu'ils vont dire ne ressemblera pas à de la bienveillance et ils ont besoin de ton accord pour le recevoir avant que tu ne l'entendes. Car s'ils le disaient de but en blanc, tu le reconnaîtrais pour ce que c'est. Le préambule est le déguisement. Retire le déguisement et la chose en dessous est nue. Machiavel comprenait que les plus grandes manipulations sont celles déguisées en vertu. Quand quelqu'un enveloppe son attaque dans le langage de l'honnêteté, du courage ou de la sollicitude, tu ne peux pas riposter sans avoir l'air d'être le problème. Tu deviens la personne qui ne supporte pas la vérité, la personne sensible, et ils deviennent l'ami courageux, qui veillait juste sur toi. Le cadre est truqué avant même que la conversation ne commence. Regarde ce qui se passe quand tu arrêtes d'accepter le principe. Quelqu'un demande
je peux être honnête avec toi? Au lieu de dire « bien sûr », tu dis « ça dépend de quoi il s'agit ». Ou tu dis « tu peux dire ce que tu veux, je déciderai de ce que j'en fais ». La plupart des gens bégayent. Ils hésitent. Ils font marche arrière parce que toute leur stratégie reposait sur ton « oui » automatique. Dès que tu ne le donnes pas, le bouclier tombe. Ils doivent dire la chose sans l'armure de l'honnêteté pour les protéger. Et soudain, cela ressemble beaucoup moins à une vérité et beaucoup plus à ce que cela a toujours été, une opinion qu'ils voulaient livrer sans en assumer les conséquences. C'est la deuxième question, le déguisement de l'honnêteté. 2 questions passées, 2 pièges reconnus. Tu vois déjà les conversations différemment de la plupart des gens. La plupart des gens passent leur vie entière à absorber ces 2 questions sans jamais en reconnaître le mécanisme. Toi, tu le vois maintenant. Et cela change la façon dont les gens interagiront avec toi à partir de ce point. Mais la 3e question opère sur un terrain complètement différent. Les 2 premières te prenaient quelque chose sur le moment. La 3e te fait porter quelque chose qui n'est pas à toi, quelque chose de lourd. Et ce poids te suit pendant des mois, parfois des années, sans que tu ne réalises que tu l'as ramassé volontairement. Quelle est-elle? La 3e question à laquelle tu ne dois jamais répondre. Et celle-ci est le piège le plus flatteur des 5, car elle te donne l'impression d'être important juste avant de te rendre responsable. Quelqu'un te demande « Qu'est-ce que tu ferais si tu étais à ma place ?» Un ami, un collègue, un membre de la famille, ils exposent leur situation, un problème, un carrefour, une décision qu'ils ne peuvent pas prendre. Puis ils te regardent avec cette expression qui dit « J'ai plus confiance en ton jugement qu'en le mien. Qu'est-ce que tu ferais ?» Et tu réponds. Bien sûr que tu réponds, parce que ça fait du bien d'être celui vers qui on se tourne, parce que ça ressemble à du respect. Alors, tu pèses les options, tu y réfléchis attentivement, et tu leur donnes ta recommandation honnête. Mais voici ce qui s'est réellement passé. Cette personne avait une décision à prendre, une décision avec de réelles conséquences, et au lieu de porter tout le poids de cette décision sur ses propres épaules, elle en a transféré une partie sur les tiennes. Parce que maintenant, s'ils suivent ton conseil et que ça marche, qui reçoit le mérite? C'est eux. Ils ont pris la bonne décision. Ton nom disparaît. Mais s'ils suivent ton conseil et que c'est un échec, qui reçoit le blâme? C'est toi. C'est toi qui leur as dit de le faire. Ils se souviennent de tes mots exacts. Ils rejouent la conversation et ils te tiennent pour responsable d'une décision qui n'était jamais la tienne. Pense à un moment où tu as donné un conseil à quelqu'un et que ça n'a pas tourné comme tu l'avais dit. Est-ce qu'ils ont assumé la décision ou sont-ils revenus vers toi avec un « tu m'as dit de faire ça » et tu as dit que c'était la bonne chose à faire. Peut-être qu'ils ne l'ont pas dit tout haut, mais tu l'as senti. Le poids d'un choix qui n'était pas le tien a fini par peser sur toi parce que tu as laissé tes empreintes digitales et sur la décision de quelqu'un d'autre. Et les empreintes sont des preuves. Parfois, la personne qui demande n'est pas du tout confuse. Elle a déjà décidé. Elle sait déjà ce qu'elle veut faire, mais elle veut qu'un autre nom soit attaché à la décision au cas où elle s'effondrerait. Un filet de sécurité, un bouc émissaire. Et en répondant à « Qu'est-ce que tu ferais à ma place ?» Et tu te portes volontaire pour ce rôle, sans même savoir que tu passais une audition. Machiavel a écrit qu'un prince doit toujours prendre conseil, mais seulement quand il le souhaite, pas quand les autres le souhaitent. Ce qu'il comprenait, c'est que donner des directives, selon les termes de « quelqu'un d'autre te met à sa merci ». Au moment où tu prescris une voie pour la vie d'une autre personne, tu hérites des conséquences de cette voie sans aucun contrôle. Alors, quand quelqu'un demande « Qu'est-ce que tu ferais à ma place ?» tu ne lui donnes pas la réponse. Tu lui donnes quelque chose de mieux. Tu demandes « Vers quoi penches-tu » Tu dis « On dirait que tu sais déjà ce que tu veux faire ». Tu remets la décision entre leurs mains sans y toucher. Tu peux écouter, tu peux soutenir. Tu peux poser des questions qui les aident à réfléchir, mais tu ne mets jamais ton nom sur un choix que quelqu'un d'autre doit assumer. Laisse les gens être propriétaires de leurs propres décisions. Tes recommandations sur la vie des autres sont plus en sécurité au seul endroit où personne ne peut les retourner contre toi dans ta tête. C'est la troisième question, le transfert de décision. 3 questions. L'obéissance, l'honnêteté, les décisions, tout est protégé désormais. Mais la 4e question bascule dans un territoire plus sombre.
Les 3 premières concernaient ce que les gens te prennent. Ton accord, ta vigilance, ton nom. La 4e prend quelque chose à quelqu'un qui n'est même pas dans la pièce. Et tu deviens l'arme sans même savoir que tu étais chargé. Quelle est-elle? La 4e question à laquelle tu ne dois jamais répondre. Et celle-ci devrait te mettre en colère quand tu réaliseras combien de fois elle a été utilisée contre toi. Tu confrontes quelqu'un, tu évoques quelque chose que tu as entendu, quelque chose que tu as vu, quelque chose que tu sais, peut-être un mensonge qu'il a raconté, peut-être une action qu'il a faite dans ton dos, peut-être des informations qui prouvent qu'il n'est pas celui qu'il prétend être. Et au lieu de répondre à ce que tu viens de dire, au lieu de traiter le fond de ce que tu as mis sur la table, il te regarde et demande « Qui t'a dit ça ?» Et toute la conversation pivote. Soudain, vous ne parlez plus de ce qu'il a fait. Vous parlez de comment tu l'as découvert. Il a détourné toute la confrontation, loin de son comportement, pour la diriger vers ta source. Et si tu réponds, si tu lui donnes un nom, tu as fait 2 choses catastrophiques à la fois. Tu as trahi la personne qui t'a fait confiance avec cette information et tu as donné à la personne que tu confrontes une cible. Quelqu'un à punir, quelqu'un à discréditer, quelqu'un à écarter pour que le flux de vérité s'arrête et qu'il puisse recommencer à opérer dans l'ombre. Pense à chaque fois que quelqu'un a esquivé ta confrontation avec un « Qui t'a dit ça ?» Est-ce que la conversation est jamais revenue sur le problème initial? Presque jamais, parce que le détournement a fonctionné. Tu as été entraîné à défendre ta source, à expliquer comment tu l'as su, à justifier pourquoi tu enquêtais. Et pendant tout ce temps, la personne qui a réellement fait la chose est restée assise à te regarder te débattre. Elle a transformé ta confrontation en ton problème avec 4 mots et tu l'as aidé en répondant. Regarde ce qui se passe quand tu donnes le non. La personne que tu confrontais a maintenant une nouvelle mission. Non pas régler ce qu'elle a fait, mais éliminer celui qui l'a dénoncé. Elle s'en prend à ta source, elle l'écarte, elle la discrédite. Elle s'assure que plus personne ne te dira jamais rien. Et la prochaine fois qu'elle fera quelque chose dans ton dos, tu n'en entendras pas parler. Parce que la seule personne qui t'aurait prévenu a été échaudée par ta faute. Parce que tu as répondu à une question qui n'a jamais porté sur la vérité. Elle portait sur le contrôle. Elle portait sur la fermeture des seuls yeux et oreilles que tu avais. Machiavel a écrit que la première méthode pour estimer l'intelligence d'un dirigeant est de regarder les hommes qu'il a autour de lui. Ce qu'il comprenait, c'est que les gens qui t'apportent la vérité sont rares. Ils sont précieux. Ce sont des atouts. Et la question « Qui t'a dit ça ?» existe dans un seul but. Identifier et éliminer ces atouts pour que tu redeviennes aveugle. Y répondre ne te rend pas honnête. Cela fait de toi un danger pour chaque personne qui s'est assez souciée de toi pour te dire ce qui se passait réellement. Alors, quand quelqu'un demande « Qui t'a dit ça ?» tu ne donnes jamais de nom, jamais. Tu ramènes la discussion au fond du problème. La façon dont je l'ai appris n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est de savoir si c'est vrai. Ou ce n'est pas la conversation que nous avons en ce moment. La source reste protégée et la personne qui a tenté de détourner, l'attention n'a nulle part où aller, si ce n'est revenir vers la chose qu'elle fuyait. Laisse-la macérer là-dedans. Laisse-la gérer ce qu'elle a fait, au lieu de chasser la personne qui l'a vue. C'est la 4e question. La chasse à la source. 4 questions verrouillées. L'obéissance, l'honnêteté, les décisions, les sources, tout est protégé. Et chacune d'elles opère différemment. Chacune utilise un mécanisme différent pour extraire quelque chose que tu n'aurais pas dû donner. Mais je t'ai dit au début que la 5e question est la racine. Celle qui rend les 4 autres possibles. La voici. Celle qui, si tu apprends à ne jamais y répondre, change tout. Parce que cette question ne prend pas ton obéissance, ta vigilance, ton nom ou ta source. Elle fait pire. Elle te désarme complètement. Elle tue la pause. Elle détruit l'espace entre la question et la réponse qui te protège de tous les autres pièges. Et tu la cèdes instantanément parce que refuser te semble être un crime. La 5e question à laquelle tu ne dois jamais répondre. La question maîtresse, la racine de toutes les autres. Quelqu'un te regarde et dit « Tu me fais confiance, n'est-ce pas ?» Et tout dans ton corps a envie de dire oui, parce que dire non ressemble à une accusation. Dire non donne l'impression que tu le traites de menteur. Dire non te donne l'impression d'être le problème, d'être le suspect, la personne qui endommage la relation en ne donnant pas ce simple mot qu'on te demande.
Alors tu le dis, bien sûr que je te fais confiance. Et les portes s'ouvrent, toutes à la fois. Parce qu'une fois que tu as prononcé ces mots, tu t'es enfermé dans une position où remettre en question quoi que ce soit de ce qu'ils feront. Ensuite, fais de toi un hypocrite. Tu as dit que tu leur faisais confiance. Alors quand ils font quelque chose sans demander et disent « ça ne t'ennuie pas », ça tu ne peux pas protester. Tu leur faisais confiance. Quand ils disent « je peux être honnête avec toi » et qu'ils te démolissent, tu dois rester là et encaisser. Tu leur faisais confiance. Quand ils te demandent ce que tu ferais à leur place et te rejettent, la faute en cas d'échec, tu ne peux pas t'y opposer. Tu leur faisais confiance. Quand ils se font prendre et exigent de savoir qui t'a parlé, tu te sens poussé à répondre parce que tu leur faisais confiance. Ce seul mot, ce seul oui, est devenu un chèque en blanc et ils remplissent le montant à chaque fois. Et le montant est toujours plus élevé que ce que tu avais l'intention de donner. Pense à quelqu'un dans ta vie qui t'a posé cette question. Tu me fais confiance, n'est-ce pas? Pense à ce qui s'est passé dans les semaines et les mois après avoir dit oui. Est-ce que son comportement a mérité cette confiance? Ou a-t-il utilisé ta déclaration comme un bouclier? Chaque fois que ses actes n'étaient pas à la hauteur, je pensais que tu me faisais confiance. Tu as dit que tu me faisais confiance. Pourquoi me remets-tu en question si tu me fais confiance? Tes propres mots sont devenus la chaîne qu'ils ont enroulée autour de toi. Chaque fois que tu as essayé de voir clair, chaque fois que tu as essayé d'appliquer cette pause, chaque fois que quelque chose ne te semblait pas correct et que tu voulais poser des questions, tu ne le pouvais pas, parce que tu t'étais déjà engagé à ne pas questionner. Avec un seul mot, voici ce que personne ne te dit. Les gens qui ont véritablement mérité ta confiance ne la demandent jamais. Ils n'en ont pas besoin. Leur comportement l'a déjà construite. La confiance réelle n'a pas besoin d'une déclaration. Elle existe dans ce que quelqu'un fait de manière constante au fil des ans, pas dans ce que quelqu'un te demande de dire en un seul instant. La question « tu me fais confiance, n'est-ce pas ?» n'est posée que par des gens qui ont besoin des mots parce que leurs actions n'ont pas été suffisantes. Ils ont besoin que tu le dises parce qu'ils ne peuvent pas le montrer. Et au moment où tu le dis, tu leur as donné l'immunité, un bouclier qu'ils brandiront chaque fois que leur comportement ne correspondra pas à ce qu'ils ont promis. Et voici pourquoi c'est la question maîtresse. Pourquoi as-tu encaissé la violation au lieu de réagir? Parce que tu leur faisais confiance. Pourquoi as-tu baissé ta garde quand ils ont demandé à être honnêtes? Parce que tu leur faisais confiance. Pourquoi as-tu porté le poids de leurs décisions? Parce que tu leur faisais confiance. Pourquoi as-tu livré le nom de celui qui t'avait dit la vérité? Parce que tu leur faisais confiance. Chaque question de cette vidéo, chaque piège fonctionne grâce à celui-ci. Les 4 premières sont les bras. Celle-ci est le cœur. Tue le cœur et les bras deviennent inertes. Arrête de déclarer ta confiance sur commande. Et chaque autre piège perd son mécanisme principal. Machiavel a écrit que celui qui trompe trouvera toujours ceux qui se laissent tromper. Et la question « tu me fais confiance, n'est-ce pas ?» est le mécanisme de cet abandon. C'est le moment où tu abaisses chaque mur volontairement. Non pas parce que la personne a prouvé quoi que ce soit, mais parce qu'elle a demandé sur un ton qui rendait le refus cruel. Le renard ne force pas la porte. Il te demande de l'ouvrir et tu le fais. Alors quand quelqu'un te demande « tu me fais confiance, n'est-ce pas ?» tu ne dis pas oui et tu ne dis pas non. Tu dis « je prête attention à ce que les gens font ». C'est tout. Court, net, vrai. Ou tu dis « ce sont les actes qui me le montrent, pas les mots ». Tu supprimes le choix binaire. Tu refuses de donner le chèque en blanc et tu observes la réaction. La personne qui mérite ta confiance respectera cette réponse. Elle hochera la tête et passera à autre chose. Elle n'a pas besoin des mots parce que sa vie parle déjà. Mais la personne qui avait besoin de ce oui, celle dont le prochain mouvement dépendait de ta réponse, insistera. Elle te poussera. Elle sera mal à l'aise. Et dans cette pression, dans cette insistance, tu verras exactement pourquoi elle avait besoin de cette déclaration. Parce que le comportement n'allait jamais tenir tout seul. 5 questions. Ça ne t'ennuie pas, hein? L'obéissance rétroactive. Je peux être honnête avec toi. La permission de frapper. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Le transfert de décision. Qui t'a dit ça? L'élimination des sources. Tu me fais confiance, n'est-ce pas? L'immunité du chèque en blanc. La question maîtresse. La racine des 4 autres. Maintenant,
Regarde ta vie à travers ces 5 questions. Qui autour de toi continue d'agir d'abord et de demander, ensuite parce qu'il a appris que tu dirais toujours que c'est bon? Qui utilise le mot « honnête » juste avant de planter le doute dans ton esprit? Qui vient sans cesse te demander conseil, mais s'arrange pour que ce soit ta faute quand les choses ne marchent pas? Qui a esquivé la dernière fois que tu l'as confronté en demandant comment tu l'avais découvert au lieu de répondre de ses actes? Et qui dans ta vie continue de te demander de lui faire confiance avec des mots parce qu'il a été incapable de te le prouver par des actions? Réponds honnêtement à ces questions, car les réponses te montreront exactement qui a utilisé ces questions contre toi et depuis combien de temps cela fonctionne. Ces 5 questions surgissent chaque jour au travail, à la maison, pendant un dîner par SMS, de la part de gens que tu apprécies ou de gens que tu connais à peine. Et jusqu'à présent, tu répondais à chacune d'elles automatiquement, sans réfléchir. Tu as validé des choses que tu n'as jamais choisies. Tu as ouvert la porte parce que quelqu'un a appelé son opinion de l'honnêteté. Tu as mis ton nom sur la décision d'un autre. Tu as sacrifié une source parce que la pression était plus forte que ton jugement. Et tu as distribué des chèques en blanc de confiance à des gens dont les actes auraient dû suffire si la confiance était réelle. Ces 5 mécanismes tournaient contre toi en permanence. Et tu n'as jamais rien senti. C'est dire à quel point ces questions sont fluides. C'est dire à quel point l'extraction est invisible. On a l'impression de discuter, de créer du lien, d'être quelqu'un de bien, et c'est le cas. C'est juste que tu n'es pas quelqu'un de protégé. Mais maintenant, tu les entends. Maintenant, quand quelqu'un dit « ça ne t'ennuie pas, hein ?» tu sens le consentement fabriqué se former, et tu ne signes pas. Maintenant, quand quelqu'un dit « je peux être honnête », tu entends la mise en place avant l'attaque. Maintenant, quand quelqu'un demande « qu'est-ce que tu ferais ?» tu sens le poids glisser vers tes épaules et tu le laisses passer. Maintenant, quand quelqu'un demande « qui t'a dit ça ?» tu entends le détournement et tu maintiens le cadre initial. Et maintenant, quand quelqu'un dit « tu me fais confiance, n'est-ce pas ?» et tu sens le chèque en blanc glisser sur la table et tu ne prends pas le stylo. Tu entends les 5 maintenant et tu ne peux plus les oublier. Il ne s'agit pas de suspecter tout le monde. Certaines personnes dans ta vie sont sûres. Certaines le prouvent par des années d'actions cohérentes, pas en réclamant ta confiance lors d'une discussion. Il s'agit de devenir intentionnel, choisir ce que tu donnes au lieu de tout donner par défaut. La différence entre quelqu'un qu'on manœuvre dans chaque conversation et quelqu'un qu'on ne peut pas bouger n'est pas l'intelligence. Ce n'est pas l'expérience. C'est cette pause, ce battement de silence entre la question et la réponse où tu arrêtes de réagir et où tu commences à choisir. Construis cette pause dès aujourd'hui. La prochaine fois que quelqu'un pose l'une de ces 5 questions, ne réponds pas par réflexe. Laisse passer un battement. Ressens ce que la question est en train de t'arracher, puis décide. Donne-leur quelque chose s'ils l'ont mérité. Ne leur donne rien s'ils ne l'ont pas fait. Mais fais-en un choix, pas une habitude. Parce que la différence entre quelqu'un qui est constamment lisible et quelqu'un qu'on ne peut pas surpasser n'est pas la personnalité, c'est la discipline. Et cette discipline commence dans le silence entre la question et la réponse. Dans les semaines à venir, quelque chose va basculer et tu le sentiras en temps réel. Les conversations te sembleront différentes, pas tendues, pas sur la défensive, juste plus claires. Tu remarqueras le moment où quelqu'un demande une permission rétroactive au lieu d'une vraie permission. Tu surprendras le mot « honnête », être chargé avant une attaque. Tu sentiras le poids de la décision de quelqu'un glisser vers toi et tu l'esquiveras. Tu protégeras tes sources quand quelqu'un tentera de détourner une confrontation et tu resteras calme quand quelqu'un demandera une confiance qu'il n'a pas bâtie. Et les gens autour de toi le sentiront. Ils ne pourront pas mettre de nom dessus. Tu n'auras pas l'air froid. Tu n'auras pas l'air distant. Mais quelque chose en toi semblera différent, plus solide, plus difficile à bouger. Comme quelqu'un qu'on ne pousse plus dans les coins. Comme quelqu'un dont le « oui » signifie réellement quelque chose parce qu'il a cessé d'être automatique. Les gens te traitent différemment. Quand ils réalisent qu'ils ne peuvent pas t'amener à l'obéissance par des questions, quand ils réalisent que ton silence est un choix et que ton accord doit être mérité, ce basculement change tout. Non pas parce que tu as exigé le respect, mais parce que tu as arrêté de le distribuer gratuitement. Une question à la fois.
Machiavel a passé sa vie à observer le pouvoir circuler entre les gens. Et le schéma le plus clair qu'il ait trouvé était celui-ci. Ceux qui tombent ne sont jamais ceux qui sont terrassés par la force. Ce sont ceux qui se font poser la bonne question par la bonne personne au bon moment. Et tout s'effondre. Pas par la contrainte, mais par une conversation qui semblait sûre jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. 5 siècles plus tard, les questions ont changé de vêtements, mais elles n'ont pas changé de fonction. Elles extraient toujours, elles désarment toujours, elles placent toujours celui qui demande au-dessus de celui qui répond. Et la seule défense qui ait jamais fonctionné est celle que tu portes désormais avec toi. La pause, l'espace, la capacité d'entendre une question et de choisir au lieu de se soumettre. La plupart des gens vivront toute leur vie en répondant à chaque question qui se présente à eux, hochant la tête quand ils devraient rester immobiles, acceptant quand ils devraient rester silencieux, s'expliquant quand ils devraient s'éloigner. Et ils se demanderont pourquoi ils finissent, toujours dans des positions qu'ils n'ont pas choisies, portant un poids qu'ils n'ont pas ramassé, défendant des décisions qu'ils n'ont pas prises. Ils ne remonteront jamais la trace jusqu'aux conversations. Ils n'entendront jamais la question derrière la question. Mais toi, tu l'entendras. Parce que tu l'entends maintenant. Si quelque chose a basculé en toi et ne reviendra pas en arrière, dis-le-moi dans les commentaires. Écris « Je garde mes réponses ». Laisse-moi voir combien de personnes ici en ont fini d'être celle qui dit toujours « oui », qui s'explique toujours, qui cède chaque fois que quelqu'un demande sur le bon ton. Et n'oublie pas de continuer à regarder la prochaine vidéo. Elle est importante, bien plus que tu ne l'imagines. On se voit là-bas,